Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Jeux Olympiques. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker, de partager mes vidéos, mais aussi de s'abonner. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier jour des Jeux Olympiques et le début de la compétition par équipe. Et je me suis dit qu'à cette occasion, ce serait sympa de faire une vidéo à la fois pour ceux qui juste aiment regarder le patinage, mais qui veulent le regarder en ayant un peu plus connaissance du règlement, des choses à présenter, etc. Mais aussi une vidéo pour tous les passionnés avec mes pronostics à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Cette vidéo sera composée en 4 parties. Je vous laisserai le timing dans la barre d'informations. Comme ça, si vous voulez aller voir quelque chose plus rapidement en priorité et gagner du temps, eh bien, vous pourrez le faire. Cette vidéo va se dérouler du coup en 5 parties. La première partie va parler des choses communes à toutes les disciplines. La deuxième partie va parler de l'aspect technique et règlement de chaque discipline. Ensuite, on passera au pronostic. En quatrième point, on verra la compétition par équipe et on finira avec un point bonus. Juste un petit point de précision avant de démarrer la première partie. Je ne vais pas parler du short track et du patinage de vitesse, même s'ils font partie des disciplines présentes aux Jeux Olympiques, tout simplement parce que je n'y connais strictement rien, ça n'a rien à voir avec les disciplines du patinage. Donc, je m'en tiendrai juste aux disciplines du patinage artistique, même si la danse sur glace porte pas le même nom, elle est inclue dedans. Donc, lors de ces JO, on va retrouver 4 disciplines. Le patinage individuel homme, le patinage individuel femme, le patinage par couple et la danse sur glace. On aura aussi une compétition par équipe, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on verra ça à la fin. Chaque discipline va présenter 2 programmes. Un programme, si vous n'y connaissez rien, je vais vous donner une petite définition. Un programme, c'est une prestation chorégraphique qu'on va réaliser en musique et lors de laquelle on va exécuter des éléments obligatoires tels que par exemple des sauts, des pirouettes, des pas ou encore des portées selon chaque discipline. Parmi ces 2 programmes, on aura un programme court ou rythme dance pour la danse sur glace et un programme libre. Globalement, toutes les catégories ont à peu près la même temps de durée de programme. Je vous mettrai toutes les infos à l'image. Pour toutes ces catégories, vous allez avoir aussi des points de déduction qui sont assez communs. Par exemple, lorsqu'on chute, eh bien, on aura un point de déduction sur notre note finale. On pourra aussi compter dans ces points de déduction un élément hors réglementation, un temps de programme qui sera hors temps, parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit juste avant, on a un temps de programme. Ce temps de programme commence à partir du moment où le patineur bouge et s'arrête quand le patineur s'arrête complètement. Si on dépasse et qu'on arrive en retard, par exemple, eh bien, on aura des points de déduction. Ou encore un costume inapproprié. Je ne vais pas développer, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en barre d'infos. D'autre part, chaque programme va être noté sur 2 notes. Alors moi, je vais vous parler un peu simplement et à chaque fois à l'image, je vais vous mettre les termes un peu plus spécifiques parce que j'aime bien parler simplement pour que tout le monde comprenne. On va avoir une note technique. Cette note technique va englober tous les éléments imposés par le règlement, sachant que chaque élément aura un score de base et que sur certains éléments, eh bien, il y aura des niveaux qui pourront faire augmenter cette note de base. À ça s'ajoutent aussi les GOE, c'est lorsque les juges jugent la qualité d'exécution des éléments et donc la note de base additionnée avec le niveau pourra être ainsi majorée ou minorée selon la qualité de l'exécution. En parallèle, on aura la note artistique. Pareil, elle est à peu près similaire selon toutes les catégories. On va juger la vitesse de déplacement, l'exécution du programme et des éléments techniques parce que oui, si on chute, ça va faire baisser cette note ou à l'inverse, si chaque élément est réussi parfaitement, eh bien la qualité du programme global sera notée. On prendra aussi en compte l'interprétation, l'émotion, la gestuelle, mais aussi les moments musicaux, le rythme, etc. Je ne vais pas développer, mais si vous voulez une vidéo beaucoup plus précise sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ainsi, la note finale, elle correspondra à la note technique plus la note artistique moins
les déductions et on obtiendra un total. Plus le total est élevé, plus la personne prendra la première place. À l'inverse, plus le total sera bas et plus la personne descendra dans le classement. Les athlètes seront tout simplement rangés dans l'ordre de leur score total. Contrairement aux rumeurs, et je dis ça parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, les juges et les spécialistes techniques doivent être impartials. La seule chose qui rentre en compte au moment du jugement, c'est la performance à l'instant T. Ni la réputation de l'athlète, ni son potentiel, ni son palmarès, ou encore moins ses relations n'entrent en ligne de compte lors du jugement. Bien sûr, cela reste théorique, je n'en dirai pas plus. On va passer à la deuxième partie de notre vidéo et on va parler de l'aspect règlement de chaque discipline. On va commencer par la plus simple, c'est le patinage artistique individuel, hommes et femmes. Alors sachez que pour chaque vidéo sur le règlement, je vais rester en surface, je ne vais pas rentrer en profondeur dans le règlement, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, mais globalement, vous allez avoir les lignes suffisantes pour pouvoir regarder le patinage en sachant plus si vous n'y connaissez rien. Dans cette discipline, on aura comme élément technique les sauts. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur tous les sauts, donc je vais pas les expliquer là et tous vous les citer, ça servirait à rien. On a les pirouettes, pareil sur ma chaîne, vous avez aussi une vidéo, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. On a aussi les séquences de pas et la choréoséquence. Les contenus des programmes sont assez similaires pour les deux catégories. Il y a juste une chose qui m'a un peu surprise et c'est au niveau du programme court. Les filles, en fait, il n'est pas indiqué que c'est interdit de faire un quadruple saut, mais il n'est pas marqué qu'elles ont l'autorisation de le faire. Mais en tout cas, je trouve ça un peu injuste que les filles ne puissent pas tenter les mêmes sauts que les garçons si elles en sont capables. À l'inverse, au niveau des pirouettes, là, c'est l'inverse. Chez les filles, on nous propose de faire la pirouette cambrée ou une pirouette assise ou une pirouette allongée, je ne vais pas développer. Quant à l'inverse, chez les garçons, on va proposer pirouette allongée ou pirouette assise, mais pas la cambrée. Donc pareil, dommage, si un garçon sait faire la cambrée, eh bien, il ne pourra pas la présenter. C'est vraiment les deux seules différences et c'est vraiment lié au programme court parce que sinon, au programme long, eh bien, ils ont exactement le même nombre de sauts qu'ils peuvent présenter. Il y a zéro obligation à part le fait de faire un axel dans le programme et ça peut être n'importe quel axel, un double, un triple, peu importe. Et ils ont le même nombre de pirouettes. Pareil, ils ont la choréoséquence, la série de pas. Tout le reste est identique. Il y a vraiment que ces deux points liés au programme court qui sont vraiment différents et questionnables. On va passer à la catégorie de patinage artistique par couple. Encore une fois, je vais rester en surface et je ne vais pas vous détailler chaque élément technique à l'intérieur de l'élément technique parce que par exemple, quand je vais vous dire portée, en vérité, il y a plusieurs portées, mais la vidéo serait beaucoup trop longue si je vous les liste tous. Donc, je vais rester en surface, mais si une vidéo dédiée aux éléments techniques de couple vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo, d'autant plus que c'était la discipline que j'ai pratiquée à haut niveau, donc ça me fera encore plus plaisir de vous la faire. Donc, dans les éléments techniques du couple, il y en a beaucoup. Nous avons notamment les sauts individuels et les pirouettes individuelles qu'on retrouve dans le patinage individuel, mais qui seront exécutés en parallèle, comme vous pouvez le voir à l'image. On aura aussi les sauts lancés, le twist, les portées, les séquences de pas, la choréoséquence et les pirouettes ensemble, et pour finir, les spirales de la mort. Dans le contenu de programme, la différence qu'on retrouvera entre le long et le court sera plus dans le nombre ou à l'inverse, certains éléments seront échangés. Pour vous donner juste deux exemples très rapides et très simples, par exemple, on va avoir un seul saut lancé dans le programme court et dans le programme long, eh bien, il faudra en présenter deux différents. Et pour ce qui est des échanges d'éléments, cette année, il faudra présenter la pirouette parallèle dans le programme court et à l'inverse, dans le long, il n'y en aura pas et ce sera une pirouette ensemble qui sera demandée. On va finir par notre dernière discipline et ce sera la danse sur glace. Attention à ne pas la confondre avec le patinage artistique par couple. Si vous voulez connaître la différence entre les deux disciplines, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, donc je vous renvoie à cette vidéo. Comme ça, vous aurez tous les éléments qui les différencient. Avant de vous expliquer tout ce qu'il y a
savoir sur le règlement de la danse sur glace, je tiens à vous préciser que je suis pas une experte dans leur règlement puisque je n'ai jamais emmené de patineur en compétition en danse sur glace et que du coup, je n'avais pas envie de lire les centaines de pages du règlement pour faire la vidéo. Ça m'a déjà pris énormément de temps pour faire le script, donc j'espère que ce sera suffisant. Un truc aussi qui est un petit peu compliqué avec la danse sur glace, d'autant plus quand on regarde et qu'on est un peu amateur en patinage, sachez que ce sera normal si vous êtes un peu perdu, c'est que les éléments techniques de la danse sur glace se fondent extrêmement bien dans l'intégration de la chorégraphie. Parfois, vous allez voir, vous aurez du mal à identifier si c'est un élément technique ou si c'est juste une transition de programme de chorégraphie. Donc, ne vous inquiétez pas si même avec mes explications, vous êtes un peu perdu pour cette discipline parce que c'est sûr que les éléments techniques ils sont beaucoup moins facilement identifiables qu'un saut. Par exemple, quand on voit en artistique ou qu'un porté clairement en hauteur pour le couple artistique. Passons au règlement du coup de cette discipline et la première chose qu'il faut savoir, c'est que lors du programme Rhythm Dance, eh bien, il y a un thème imposé tous les ans. Pour la saison 2025-2026, eh bien, les patineurs devront patiner sur un thème des années 90. Ensuite, pour la danse libre, là, ils ont carte blanche et pourront choisir le thème qu'ils veulent. Cela ne concerne vraiment que la rhythm and dance en termes de thème imposé. Ensuite, pour tout ce qui va relever des éléments techniques, on pourra identifier assez facilement les séquences de twizzle. Certains portés qu'on voit qui tourne longtemps. Ça, vraiment, prenez-le en compte. Quand ça tourne longtemps, et bien souvent, c'est un élément technique. On pourra identifier aussi également assez facilement les pirouettes ensemble. Ce qui va être un peu plus difficile à identifier, ça va être tout ce qui est séquence de pas obligatoire ou libre, où là, effectivement, ça peut vraiment se fondre dans la chorégraphie. On ne sait pas exactement à quel moment ça commence quand on n'est pas un expert et à quel moment ça se finit. Mais en soi, eh bien, la danse sur glace, c'est majoritairement de la glisse et des pas. C'est pour ça que c'est aussi difficile à percevoir. J'espère que j'ai rien oublié pour leurs éléments. Si jamais vous êtes expert en danse sur glace et que vous voulez les rajouter en commentaire, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On va passer à notre troisième partie de vidéo et ce sont les pronostics. Avant de commencer à vous partager mes pronostics, je tiens juste à préciser que tout ça n'est que mon avis personnel. Donc, c'est parti. Déjà, pour faire mes pronostics, j'ai tenu compte de deux paramètres. Le premier, c'est le classement de la finale du Grand Prix. Pourquoi j'ai tenu compte de ce paramètre? Tout simplement parce que la finale du Grand Prix regroupe les meilleurs patineurs du monde, en théorie bien sûr. Ensuite, j'ai aussi tenu compte des éléments techniques proposés lors des compétitions précédentes, comme notamment à la finale du Grand Prix. Et en particulier pour les disciplines comme le patinage couple, le patinage artistique et femmes individuelles, parce que les éléments sauts, c'est ceux-là qui vont faire une énorme différence. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Personnellement, pour le reste, j'ai pas forcément tenu compte de tout ce qui est pirouette, qualité de glisse, interprétation, séquence de pas, etc. Tout simplement parce que à ce niveau-là, eh bien, tout ce qui est éléments techniques comme pirouette et séquence de pas, eh bien, on va être presque toujours à niveau 4. Et tout ce qui est artistique, j'en reparlerai un tout petit peu plus loin pour une des catégories, vous verrez, mais ça reste très subjectif. Globalement, il y aura des petites différences en termes de vitesse de déplacement ou de gestuelle, mais ils ont tous un super niveau artistique et c'est pas ça qui va trancher, en tout cas pour les catégories artistiques. Après, en danse sur glace, ça peut être un petit peu différent, mais globalement, voilà pourquoi j'ai tenu compte des sauts en particulier, des éléments techniques importants pour faire mes pronostics. Du coup, on va commencer chez les hommes parce que pour moi, c'était le pronostic le plus facile. Et on va pas se mentir, pour moi, la médaille d'or risque à beaucoup de chances d'aller à Ilia Malinin. Alors désolée si je préviens tout de suite si j'écorche les noms et les prénoms, que j'ai une mauvaise prononciation. J'en suis désolée, c'est pas volontaire du tout. Donc si jamais vous voyez que je prononce mal, ne me reprenez pas 50 fois en commentaire. Je le fais pas exprès, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour tous ces athlètes. Donc j'espère que ça ira. Je reviens après cet aparté à du coup nos pronostics pour les hommes et donc je vous parlais du patineur Ilia Malinin. Pourquoi je le vois à la médaille d'or et je pense que je suis pas la seule, tout simplement parce que c'est le seul patineur au monde à faire quadruple axel. Et encore plus qu'il propose un programme long pratiquement constitué que de quadruples, puisque les seuls triple sauts qu'on va pouvoir observer, eh bien, sont dans des combinaisons ou des séquences de sauts. Sinon, tous les premiers sauts ne sont que des quadruples. C'est le programme long
le plus difficile techniquement et du coup qui rapporte aussi le plus de points. Au-delà de ça, s'il présente aussi son quadruple axel dans le programme court, eh bien pareil, il va s'élever direct à la première place parce que ce sera le programme court et encore une fois, le plus difficile techniquement. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est littéralement un ovni par rapport aux autres, que ce soit techniquement ou encore artistiquement parce qu'il propose plein de figures hyper intéressantes qu'on ne voit pratiquement jamais sur le côté chorégraphique. Donc, il s'élève vraiment à un rang supérieur, je trouve, par rapport aux autres. Après, attention, encore une fois, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut la réaliser parfaitement. Parce que le truc, c'est qu'en patinage artistique, on ne valorise pas l'ambition et la proposition. On ne valide que la réalisation de la performance à l'instant T. Et si jamais il venait à chuter, eh bien sa médaille d'or, elle lui passerait tout simplement sous le nez. Au-delà de la médaille d'or, si Ilia Malinin réussit son quadruple axel, eh bien il marquera aussi l'histoire des JO en étant le premier patineur à réussir un quadruple axel en Jeux Olympiques. Après cet aparté sur celui que je pense qui aura la médaille d'or, je vais passer à la seconde place. En deuxième place, je miserai sur le patineur russe Petr Gimnik, car il a tout simplement le deuxième meilleur contenu de programme proposé avec 5 quadruples. En tout cas, depuis le début de la saison, c'est le seul à en faire 5 parmi tous les autres concurrents. Et il a aussi un artistique très sympa, on va pas se mentir. Mais il sera suivi de très près par le patineur français Adam Ciao Infa et le patineur italien Daniel Grassel, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça les amis, j'espère que oui, sinon je suis désolée, qui eux vont présenter ou au minimum 4 quadruples sauts parce que aussi encore une fois, eh bien ce qui est présenté dans les compétitions précédentes peut changer et ils peuvent aussi augmenter le nombre de quadruples à présenter s'ils veulent eh bien absolument une médaille olympique, ce qu'on peut comprendre. Mais il y a aussi les patineurs Yuma Kajiyama, Shun Sato et Mikhail Shadarov qui peuvent aussi grimper sur le podium puisqu'ils étaient très bien classés à la finale du Grand Prix. Parce que tout simplement, tout va vraiment dépendre de la prestation à l'instant T. Car on va pas se mentir, le stress, la pression et les chutes peuvent littéralement rebattre toutes les cartes et nous proposer un classement totalement différent. On va maintenant passer à la catégorie défi et là je trouve que ça devient de plus en plus compliqué de faire un classement puisque beaucoup de filles peuvent prétendre à la médaille d'or et au podium. Je me suis penchée tout d'abord, comme je vous le disais, sur le contenu de programme et sur le papier, celle qui a les contenus de programme courts et longs les plus élevés, eh bien c'est tout simplement la Russe Adelia Petrosian. Normalement, si elle s'en tient à ses compétitions précédentes, ce sera l'une des seules patineuses à présenter des quadruples dans le programme long et lors d'une de ses dernières compétitions, elle en présentait 2. Ceci ajouté également à un triple axel, donc ça reste le niveau technique le plus élevé de toutes les filles, en tout cas sur le papier. C'est normalement la seule à proposer 2 quadruples sauts, elle va faire le boucle piqué. Son programme court est également aussi très intéressant puisqu'elle propose le triple axel, mais ça n'est pas la seule. 2 autres patineuses lors de ce programme court vont proposer le triple axel, comme les 2 japonaises Ami Nakai et Rika Wanabe et l'américaine Amber Glenn. Si ces patineuses réussissent leur programme court parfaitement, elles vont toutes les 4 pouvoir se hisser très facilement en haut du classement puisqu'elles auront une note technique plus élevée que celle des autres, tout simplement grâce au contenu. À l'inverse, si elles ratent un de ces éléments, elles peuvent très vite dégringoler en bas du classement. C'est pour ça que certaines patineuses vont proposer un contenu technique plus facile mais réalisé à la perfection, comme la patineuse Kaori Sakamoto ou Alisa Liu, qui, cette dernière, est la championne du monde en titre. Sans parler qu'artistiquement, elles ont un peu toutes leurs pattes, ce qui rend le jugement de la note artistique très subjectif. Par exemple, moi, j'adore le programme court de la Russe sur Michael Jackson, que je trouve hyper original, hyper bien exécuté. Bref, j'adore. Ou encore les programmes de Alisa Liu qui sont très pétillants, très souriants. Ou encore, j'aime énormément aussi l'interprétation de Amber Glenn qui a beaucoup plus de maturité et qui va être beaucoup plus dans l'émotion. Et font d'elle toutes des patineuses prétendantes au titre. Donc, personnellement, j'ai énormément de mal à faire un classement. Et là, je vais vous dire, c'est encore pire en couple.
Parce qu'en couple, il n'y a pas vraiment de couple qui se détache techniquement des uns et des autres. Ils proposent à peu près tous la même chose, même si certains vont être un peu plus forts, mais je parle vraiment dans ceux qui sont en haut du classement. Et donc là, c'est encore plus difficile de faire un classement. Après, il y a vraiment 3 couples qui se détachent du classement par rapport à la finale du Grand Prix, car il y avait quand même 10 points qui séparaient la 3e place de la 4e place. Donc on voit quand même qu'il y a un palier, même si les éléments présentés sont à peu près identiques, ils sont plus qualitatifs et donc ça crée un petit fossé. Du coup, personnellement, je miserais sur les 3 premiers couples de la finale du Grand Prix, mais dans un ordre non défini. Je vais vous les citer. On a Minerva Fabienne Haas et Nikita Volodine pour l'Allemagne, Riku Miura et Ryushi Chiara pour le Japon et Sara Conti et Nicolo Macchi pour l'Italie. Voilà pour ce qui était de mes pronostics pour les couples. On va passer à la dernière discipline qui est la danse sur glace. Et là, je pense que ce que je vais vous annoncer, ce sera sans surprise puisque pour moi, il y a 2 couples qui vont vraiment se mesurer lors de cette compétition pour la médaille d'or. Ce sont les Américains Madison Chox et Evan Bates et les Français Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Ils vont être suivis de assez près du couple canadien Piper Gill et Paul Poirier. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir le documentaire sur Netflix Glitter and Gold qui parle de la préparation aux Jeux Olympiques de ces 3 couples. Vous verrez, c'est super intéressant et du coup, pour le pronostic, ça m'a pas mal aidé de les regarder aussi parce que du coup, on voit des passages de leurs entraînements, etc., plein de choses et c'est fort intéressant. Mais encore une fois, attention aux erreurs qui peuvent encore une fois changer tous les résultats car pas loin des Canadiens, on a aussi le couple anglais et je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres couples qui n'étaient pas forcément là à la finale du Grand Prix car par exemple, pour vous donner l'exemple, à la finale du Grand Prix, les Anglais sont à 0,06 points des Canadiens. Et du coup, ça vous montre que ça se joue vraiment à pas grand-chose pour le classement. Et on va passer à l'avant-dernière partie de notre vidéo et c'est tout simplement la compétition par équipe. Cette année, il y aura 10 pays qui vont concourir pour la compétition par équipe. Chaque pays va créer une équipe avec un participant dans chaque discipline. Les points sont attribués en fonction du classement de chaque épreuve, de 10 points pour la première place et de 1 point pour la 10e place. Les 5 pays les mieux classés au programme court pourront concourir pour le programme long. Ils auront aussi le droit par la même occasion de changer de membre de leur équipe. Les points sont attribués sur le programme libre de la même façon qu'ils le sont sur le programme court et les équipes sont classées au cumul des 2 épreuves. Pour mes pronostics, je miserais sur les États-Unis puisqu'ils ont 3 catégories où ils ont la potentialité d'obtenir la médaille d'or. Mais les Japonais, eux aussi, sont assez proches puisque eux aussi peuvent prétendre à plusieurs médailles dans différentes catégories. Pour le reste, je vous avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas fait une étude de cas pour chaque pays. Franchement, ce serait beaucoup trop long et je n'en avais pas forcément l'envie. Ce qui nous amène à la dernière partie de notre vidéo car je voulais vous parler et vous poser une question sur un avis personnel que j'ai et savoir ce que vous en pensez. Honnêtement, moi, je n'ai jamais compris pourquoi la compétition par équipe avait été conçue ainsi alors qu'on aurait littéralement pu l'intégrer à la compétition individuelle. Pour vous faire un résumé, honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire 2 compétitions pour plusieurs mêmes disciplines et à contrario, eh bien, de ne pas offrir l'opportunité à une nouvelle discipline d'intégrer les Jeux Olympiques comme le patinage synchronisé qui, pour moi, et là, ça ne reste que mon avis personnel, a toute sa place au JO. Parce que oui, le patinage synchronisé, j'en avais parlé dans la vidéo où je vous présentais toutes les disciplines du patinage. Pour moi, c'est une discipline qui a totalement sa place. C'est artistique, il y a de la performance technique. Enfin, clairement, c'est génial. C'est vraiment une très très belle discipline à voir. Personnellement, je ne m'y connais pas très bien, mais j'avais vraiment été impressionnée quand j'avais préparé ma fameuse vidéo dont je viens de vous parler. Et vraiment, ouais, je reste dans l'interrogation. Dites-moi en commentaire si vous voyez les choses comme moi, si c'est moi qui suis pas normale de voir les choses ainsi, si vous aussi, vous pensez que le patinage synchronisé devrait avoir sa place au JO. Vraiment, je serais vraiment très curieuse d'avoir
votre avis. Et en passant par là, si vous aussi vous voulez me partager vos pronostics, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai vraiment ravie de vous lire et d'avoir vos avis. Bon, la vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!